Entre les années 1920 et 1960, les icônes du grand écran ont captivé des millions de personnes avec leur charme et leur talent. Mais derrière les portes des studios et les premières éblouissantes, beaucoup de ces stars cachaient des luttes privées contre des maladies mentales. Les traumatismes de l'enfance, les pressions écrasantes des studios et l'abus de substances se cachaient dans l'ombre de leur célébrité, façonnant des vies marquées par le génie et la douleur. Dans cet exposé, nous explorons, acteur par acteur, les chagrins secrets de 20 légendes d'Hollywood. Judy Garland, une vie de pilules et de chagrin. L'arc-en-ciel de Judy Garland était terni dès son adolescence. Née Frances Gumm en 1922, elle avait été poussée sur la scène du vaudeville par une mère autoritaire qui, selon les mots de Garland, était la véritable méchante sorcière de l'Ouest. À seulement 9 ans, la mère de Judy a commencé à lui donner des pilules stimulantes et des somnifères pour répondre aux exigences épuisantes du show business. Sous contrat avec MGM à l'adolescence, Judy était traitée moins comme une star chérie et plus comme un produit. Le patron du studio, Louis B. Mayer, la harcelait à propos de son poids, la traitant de petit cochon grassouillet avec des nattes et imposait des régimes de quasi-famine à base de soupe de poulet, de café noir et de cigarettes. Il nous faisait travailler jour et nuit sans arrêt, se souvenait plus tard Garland, des tournages frénétiques avec son costard Mickey Rooney. Il nous donnait des pilules pour nous maintenir debout bien après que nous soyons épuisés. Ensuite, il nous assommait avec des somnifères. Mickey est allé sur un lit et moi sur un autre. Hors écran, la fille vive qui chantait Over the Rainbow dégringolait. À la mi-vingtaine, après des années de consommation de drogue imposée par le studio et de maltraitance émotionnelle, Garland a subi une dépression nerveuse complète. En 1947, elle a été internée dans un sanatorium et, après une tentative, a subi une thérapie électroconvulsive pour une dépression sévère. Le public en savait peu à l'époque, seulement que MGM avait laissé tomber leur plus grande star musicale. Plus tard, Garland a admis qu'elle était devenue une publicité ambulante pour les somnifères, reconnaissant que même les médicaments sur ordonnance peuvent être une énorme pression sur le système nerveux. Malgré de multiples retours, des concerts triomphants et un film marquant de 1954, une étoile est née, ces démons n'ont jamais relâché leur emprise. Parfois, j'ai été à peu près une publicité ambulante pour les somnifères, dit-elle avec amertume dans ces dernières années. Consciente que le médicament censé la calmer la détruisait, en 1969, la bien-aimée Judy Garland était partie à 47 ans. Marilyn Monroe, fragile bougie dans le vent. Pour le public, Marilyn Monroe était l'ultime bombe, pure radiance et flirt. Mais l'ascension fulgurante de Norma Jean Mortensen depuis une enfance troublée cachait une profonde angoisse psychologique. Née en 1926 d'une mère célibataire qui faisait des séjours en hôpitaux psychiatriques, la jeune Norma Jean a enduré des foyers d'accueil et un orphelinat sans jamais connaître la stabilité d'une vraie famille. À l'âge adulte, elle s'est réinventée en tant que Marilyn Monroe. Pourtant, les blessures de l'abandon et la prédisposition génétique à la maladie mentale étaient profondes. Nous savions qu'elle était maniaco-dépressive, ce qui est maintenant appelé bipolaire, a révélé le docteur Hyman Engelberg, le médecin de Marilyn. En effet, sous son sourire éclatant, Marilyn était tourmentée par des sautes d'humeur extrêmes, une anxiété paralysante, une insomnie chronique et même des symptômes psychotiques possibles. Selon la biographe Lois Banner, la star luttait contre un bégaiement sévère et la dyslexie, et elle aurait pu entendre des voix également. Au fil des années, Marilyn a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, avant cette nuit tragique de 1962. Malgré sa fragilité, Monroe luttait désespérément pour sa santé mentale. En 1960, les pressions de la célébrité et des amours ratés l'avaient presque brisée. À la fin de 1960, Marilyn Monroe se désintégrait, a observé un récit. Après un épisode particulièrement éprouvant de désespoir suicidaire au début de l'année 1961, Marilyn est entrée volontairement à la clinique psychiatrique Payne Whitney pour découvrir que l'expérience était terrifiante. Elle se sentait moins comme une patiente que comme une prisonnière. Elle n'y avait aucune empathie à Payne Whitney. Cela a eu un très mauvais effet. Je me sentais comme dans une sorte de prison pour un crime que je n'avais pas commis, a écrit Marilyn dans une lettre désespérée depuis le service. Enfermée dans une cellule capitonnée, entendant les cris d'autres patients, elle a brisé une chaise contre une fenêtre dans la panique, se coupant la main juste pour attirer l'attention du personnel. « Si vous allez me traiter comme une folle, je vais agir comme une folle », avertit-elle, complètement traumatisée par l'épreuve. Un ami est intervenu pour la faire transférer dans un hôpital privé, mais le mal était fait. L'expérience l'a laissée encore plus ébranlée. Dans une rare reconnaissance de la presse,
Time Magazine a noté la dépression nerveuse de Marilyn, la louant involontairement pour avoir mis en lumière la maladie mentale, même si elle n'avait aucun désir d'être un symbole. Dans ces derniers mois, Monroe voyait un psychiatre 5 fois par semaine, essayant de vaincre les dragons du désespoir qui la poursuivaient. Elle jonglait avec les amphétamines pour l'énergie et le champagne pour engourdir la douleur. Le monde ne voyait que l'image glamour, la robe blanche flottante au-dessus d'une grille de métro, la version sensuelle de joyeux anniversaire au président, tandis que la vraie Marilyn se lamentait en privé. Je n'étais pas psychologiquement faite pour être une star de cinéma. Elle se sentait, comme l'a dit un observateur proche, pas une personne. J'étais une marchandise. Je devais m'en sortir. Mais l'évasion lui échappait. Le 5 août 1962, à seulement 36 ans, la bougie de Marilyn dans le vent s'est éteinte. Vivien Leigh, les deux visages de Scarlett. La beauté et l'élégance de Vivien Leigh en tant que Scarlett O'Hara masquaient un esprit en guerre avec lui-même. La rose anglaise, qui a remporté 2 Oscars, souffrait de psychose maniaco-dépressive, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de trouble bipolaire, à une époque où la maladie était profondément mal comprise. Même à l'école, elle se retirait et était parfois presque hystérique à observer un camarade d'enfance de Vivien, notant des sautes d'humeur drastiques chez la jeune fille. Ces premiers signes d'instabilité ont été négligés au milieu de l'ascension de Vivien vers la célébrité, mais les pressions de la gloire et des pertes personnelles dévastatrices ont rapidement déclenché des épisodes complets de maladie mentale. À la fin des années 1940, alors qu'elle était mariée à l'acteur Laurence Olivier, les hauts euphoriques et les bas violents de Vivien étaient devenus impossibles à ignorer. En 1945, elle a subi une fausse couche qui l'a laissée désemparée. Peu de temps après, sur le plateau de César et Cléopâtre, elle a eu une très mauvaise crise dont elle n'avait aucun souvenir. Elle a simplement perdu le contrôle pendant environ une demi-heure et personne ne pouvait la maîtriser, selon le biographe Alan Strachan. Strachan pense que cette crise était due à une déception refoulée et une très profonde tristesse de la perte du bébé. L'effondrement le plus célèbre de Vivien est survenu en 1953 lors du tournage de Elephant Walk à Hollywood. Elle est tombée dans son pire état maniaque à ce jour, devenant incohérente et délirante. Sur le plateau, Leigh a commencé à réciter au hasard des répliques de ses rôles passés. Parfois, elle devenait Blanche Dubois, son personnage mentalement instable de streetcar, au milieu de scènes complètement différentes. Elle ne pouvait pas se souvenir de ses nouvelles répliques. Ses collègues ont vu qu'elle était clairement très perturbée. Finalement, Vivien a dû être remplacée par Elizabeth Taylor sur ce film. Les conséquences furent dévastatrices. Vivien a été rapatriée en Angleterre et admise dans un hôpital psychiatrique pendant 3 mois, puis un autre séjour prolongé dans une deuxième clinique. Là, elle a subi le traitement brutal de l'époque, la thérapie électroconvulsive. Olivier a plus tard décrit son retour à la maison auprès d'une épouse qu'il reconnaissait à peine. Plus maintenant la Vivien que j'avais connue. Les chocs avaient temporairement atténué sa manie, mais à un coût cruel. Ça a dû être absolument horrible pour elle, a noté Strachan à propos du traitement par électroconvulsivothérapie de Vivien. Dans des moments plus calmes, Vivien Leigh avait une compréhension étonnante de son état. Quand je suis totalement déprimé et que je suis vraiment épuisé, je suis comme une chose, une amibe au fond de la mer, a-t-elle confié à un journaliste en 1960. Je m'arrête complètement et seuls mes amis peuvent me remonter. Pendant les phases maniaques, en revanche, elle devenait hypersexuelle et imprudente, mettant à rude épreuve son mariage avec des aventures et des scènes publiques. Olivier lui-même était désemparé. Des années plus tard, il a écrit que la maladie de Vivien signifiait un va-et-vient cyclique entre les profondeurs de la dépression et une manie sauvage et incontrôlable. Montgomery Clift, la fin la plus longue. Les airs de jeune premier de Montgomery Clift et ses performances sensibles ont fait de lui un pionnier de la méthode de l'actor studio, mais aussi le protagoniste de ce qu'un ami a sombrement appelé le plus long meurtre de l'histoire d'Hollywood. Clift a atteint la célébrité à la fin des années 1940 en tant qu'acteur principal sombre mais beau. Mais en privé, il était un enchevêtrement d'insécurité, de douleurs chroniques et de honte cachée. Un accident de voiture dévastateur en 1956 a brisé le visage et l'esprit de Clift. Elizabeth Taylor, une amie chère, s'est précipitée sur le lieu de l'accident et l'a littéralement sauvé de l'étouffement avec ses dents. Les blessures physiques ont guéri, mais Monty n'était plus jamais le même. Son visage n'était pas vraiment défiguré, il était beaucoup plus vieux, a noté un écrivain à propos de l'apparence de Clift après l'accident. Le jeune acteur, autrefois éblouissant, semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en un instant. Rongé par la douleur des os cassés qui ne se sont jamais bien remis, Clift a trouvé refuge dans les pilules et l'alcool. Il avait commencé à boire beaucoup, même avant l'accident.
Le journal de Clifford Isherwood, en 1955, déplore que Monty ait bu au point de ruiner sa carrière. Mais ensuite, l'abus de substances est devenu le compagnon constant de Cliff. Sur les plateaux de tournage, le déclin était douloureusement évident. À la fin des années 1950, les membres de l'équipe de Raintree County utilisaient des mots de code pour signaler le niveau d'ébriété de Cliff. Georgie signifiait qu'il était ivre, Floride, très ivre, et Zanzibar, le pire de tous. Le beau jeune homme qui avait autrefois été l'incarnation du contrôle artistique pouvait à peine terminer une scène sans bafouiller ou oublier ses répliques. Les réalisateurs ont essayé de le renvoyer, mais des amis loyaux comme Elizabeth Taylor et Katharine Hepburn protégeaient Cliff quand ils le pouvaient. Cependant, aucune protection ne pouvait sauver Cliff de lui-même. Sur le plateau de The Misfits, Marilyn Monroe, qui menait sa propre bataille perdue contre l'addiction, observa Monty et remarqua tristement qu'il était la seule personne que je connaisse qui soit dans un état encore pire que le mien. Frances Farmer, brisée par la folie, marquée par le mythe. La saga de Frances Farmer est l'un des récits les plus effrayants d'Hollywood. Dans les années 1930, Farmer était une étoile montante, une actrice volontaire et intelligente dont la réputation audacieuse la distinguait. Mais l'esprit défiant de Frances est entré en collision frontale avec la psychiatrie des années 1940 et l'impact a été dévastateur. Encline aux sautes d'humeur et à la consommation excessive d'alcool, Farmer s'est de plus en plus heurté aux dirigeants des studios et à la presse. En 1942, après une série d'incidents publics, sa déchéance s'est accélérée. Elle a divorcé précipitamment, s'est disputée avec des réalisateurs et a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Le point de rupture est survenu un matin de janvier 1943, lors d'une audience pour violation de probation. Débraillée et épuisée, Frances, âgée de 29 ans, se tenait devant un juge et a craqué. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait bu, elle a répliqué « Oui, j'ai bu tout ce que je pouvais, y compris du benzédrine. » Et lorsqu'on l'a interrogée sur une bagarre dans un bar la veille, elle a crié « Avez-vous déjà eu le cœur brisé ?» avant de se jeter sur les policiers dans une crise hystérique. Son cri de désespoir dans cette salle d'audience « Avez-vous déjà eu le cœur brisé ?» était le son d'une femme au bord de la rupture mentale. Farmer a été rapidement interné, marquant le début de 7 sombres années d'aller-retour dans des asiles. Les médecins de l'époque ne pouvaient s'accorder sur son diagnostic. Certains l'ont qualifié de psychose maniaco-dépressive. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait de schizophrénie, avec des illusions paranoïaques, ou simplement de personnalité multiple. Ce qui est certain, c'est que les traitements qu'elle a subis étaient cauchemardesques. À l'unité psychiatrique de l'hôpital général de Los Angeles, elle a été soumise à une thérapie par choc à l'insuline. Des injections massives d'insuline qui induisaient des comas et des convulsions quotidiens, un traitement expérimental censé ramener les patients à la raison. Une attaque physique brutale qui non seulement a stupéfié les cellules cérébrales, mais a également choqué le corps et laissé la patiente en proie à des nausées et à la douleur. C'est ainsi que Frances a décrit plus tard ses séances de choc à l'insuline. Ses supplications pour arrêter ont été ignorées jusqu'à ce que sa mère intervienne pour obtenir sa libération. Mais de retour chez elle à Seattle, Frances est restée instable. En 1944, après une violente dispute, sa mère la fit déclarer légalement folle lors d'une audience au tribunal. 2 psychiatres ont témoigné que Frances montrait de l'agitation, des délires et de la paranoïa et avait besoin d'un internement indéfini. Frances Farmer, pas encore âgée de 31 ans, fut envoyée à l'hôpital d'État de Western, un asile lugubre et surpeuplé où le pire chapitre de son histoire se déroula. Gene Tierney, beauté enchaînée dans une prison de l'esprit. La présence lumineuse de Gene Tierney illuminait les classiques des années 1940 comme Laura, mais son rôle le plus brillant cachait une vie assombrie par une grave maladie mentale. À la moitié de la vingtaine, Tierney avait atteint la célébrité et épousé Oleg Cassini, un designer séduisant. Pourtant, un tragique coup du sort en 1943 a déclenché la descente de Jean dans la dépression. Enceinte de son premier enfant, Jean a contracté la rubéole, apparemment d'une fan qui avait brisé une quarantaine pour la rencontrer. La fille que Jean a mise au monde, Daria, est née sourde et avec un handicap de développement. La culpabilité et le chagrin ont submergé Tierney. Les médecins ont conseillé d'institutionnaliser l'enfant. Et bien que Jean ait accepté à contre-cœur pour le bien de Daria, elle ne s'est jamais remise de cette perte, note un récit. Cela a marqué le début de sa lutte contre la dépression, les hallucinations et les pensées délirantes. Pendant des années, Tierney a combattu ses démons intérieurs en silence, même en continuant à jouer. Sur le plateau de La main gauche du Seigneur avec Humphrey Bogart, elle était pratiquement incapable de bouger une fois la caméra arrêtée. Des amis se souviennent de Jean pleurant de manière incontrôlable.
Convaincu que des gens l'empoisonnaient, son personnage de star, élégant, cool, maître de soi, s'était fissuré. Enfin, après des hallucinations terrifiantes et une envie de sauter d'un balcon d'hôtel, Jean a cherché de l'aide. Sous l'insistance de son frère, Jean est entrée dans un sanatorium à New York. Et là, à mon regret éternel, dit-elle, j'ai reçu ma première thérapie par électrochoc, a raconté Tierney. Les médecins ont administré des traitements par électrochoc 27 fois au total. C'était la période la plus dégradante de ma vie, avoua Jean. Je me sentais comme un rat de laboratoire. Attachée par des sangles, elle fantasmait qu'un gentil interne pourrait tomber amoureux d'elle et la libérer. Le soulagement de l'électroconvulsivothérapie fut bref. Ses symptômes dépressifs disparaissaient pendant quelques semaines, pour revenir avec des rechutes douloureuses, dit-elle. Désespérée, Tierney a tenté de se tuer en 1957, manquant de se jeter d'un rebord au 14e étage avant d'être dissuadée par la police. Jane Tierney a passé une grande partie de la fin des années 1950 dans et hors des institutions. « J'existais dans un monde qui n'existe jamais, la prison de l'esprit », a-t-elle écrit plus tard à propos de ses années perdues. Pourtant, l'histoire de Tierney a pris un tournant prometteur. Avec l'arrivée de meilleurs médicaments et un nouveau mariage soutenant avec l'homme d'affaires texan Howard Lee, Jean a trouvé la stabilité dans les années 1960. Invariablement, ses hallucinations disparaissent aussi soudainement qu'elles commencent, a observé un profil dans le magazine People. Après les épisodes, Jean pouvait même plaisanter avec son mari à leur sujet. Je me tournerai vers Howard et dirai « Howard, ai-je été malade ?» Et il dira « Oh là là, tu l'as été !» et nous en rirons. Dorothy Dandridge, l'oiseau chanteur, emprisonné par la dépression. Dorothy Dandridge était une pionnière, la première femme noire nommée pour un Oscar de la meilleure actrice. Mais derrière son succès historique se cachait une profonde angoisse personnelle. Préparée comme artiste dès l'enfance, Dandridge a subi des traumatismes très tôt. Elle et sa sœur Viviane étaient gérées par une femme volatile et abusive qui, selon les rumeurs, les battait et les abusait même sexuellement pendant leurs années de vaudeville. Ces blessures de jeunesse laissèrent Dorothy avec de graves troubles nerveux et de profondes insécurités. Dans les années 1950, après être devenue célèbre dans Carmen Jones, Dorothy semblait tout avoir, beauté, talent, reconnaissance. Pourtant, sa vie personnelle s'effondrait. Elle a subi des échecs répétés en amour, y compris un mariage tumultueux avec le danseur Harold Nicholas, qui a donné naissance à sa fille bien-aimée, mais gravement handicapée mentale, Haroline. Prendre soin d'un enfant ayant des besoins spéciaux presque seul a eu un lourd impact émotionnel. Au début des années 60, les opportunités cinématographiques, autrefois prometteuses de Dandridge, s'étaient taries en raison du racisme enraciné à Hollywood. Comme l'a observé un père, Dorothy était la bonne personne au bon endroit, mais au mauvais moment. Les opportunités pour une actrice principale noire étaient désespérément limitées. Face à la ruine financière, après un deuxième mariage raté, Dandridge sombra dans le désespoir. En 1963, complètement ruinée, elle ne pouvait plus se permettre les soins médicaux 24 heures sur 24 pour Haroline et a dû institutionnaliser sa petite fille. Ce fut le coup de grâce. Dandridge a bientôt souffert d'une dépression nerveuse, note un biographe de manière abrupte. Elle s'est mise à boire beaucoup et à prendre des antidépresseurs pour atténuer sa culpabilité et sa douleur. Des amis ont remarqué que l'artiste, autrefois pleine de vie, semblait maintenant distante et profondément triste. Se sentant déprimée et désespérée, Dorothy se sentait insatisfaite en tant que mère et épouse, a écrit un analyste, résumant sa situation. Sur scène, elle se sentait parfois physiquement malade à cause de l'anxiété, le poids de ses soucis se manifestant par des évanouissements et des douleurs à l'estomac. En septembre 1965, la flamme brillante de Dorothy Dandridge s'était réduite à une lueur vacillante. À seulement 42 ans, elle a été retrouvée morte dans son appartement de West Hollywood d'une overdose de tofranil, un antidépresseur. Qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou d'une overdose accidentelle reste un sujet de débat. Aucune note finale n'a été définitivement prouvée ou elle a peut-être été supprimée. Mais un indice troublant réside dans quelque chose que Dorothy aurait confié. Elle avait la prémonition qu'elle ne vivrait pas au-delà de ses 40 ans. Malheureusement, elle avait raison. Clara Bow, les nerfs brisés de Light Girl. Dans les années rugissantes 1920, Clara Bow personnifiait la joie de vivre en tant que première hit girl d'Hollywood, une flappée vivante qui semblait incarner la jeunesse insouciante. Mais le rire de Clara cachait des horreurs d'enfance indicibles et une prédisposition génétique à l'instabilité. Élevée dans les taudis de Brooklyn, Bow a survécu à la pauvreté, à un père alcoolique et à une mère souffrant de psychose qui a une fois tenté de tuer la jeune Clara avec un couteau de boucher.
Voir sa poursuite de la comédie. Ces traumatismes ont laissé des cicatrices profondes. Bien que Clara ait accédé à la célébrité dans les films muets grâce à son charme magnétique, sa santé mentale a progressivement décliné, alors qu'Hollywood l'idolâtrait et l'exploitait. En 1930, avec l'avènement du cinéma parlant, Clara était sous un stress énorme. Elle avait une peur paralysante que son accent de Brooklyn et sa réputation d'enfant terrible ne sabotent sa carrière dans la nouvelle ère du son. Les colonnes de potins la harcelaient avec des histoires scandaleuses sur sa vie amoureuse et ses fêtes. La star, autrefois vive, est devenue de plus en plus anxieuse, paranoïaque et erratique. En 1931, à seulement 25 ans, Clara Bow a subi une dépression nerveuse très médiatisée. Elle a brusquement quitté son dernier film et a été admise dans un sanatorium, apparemment dans un état d'épuisement hystérique. Les médecins ont décrit son état vaguement comme des nerfs brisés, un terme générique pour une détresse mentale sévère. Clara présentait des symptômes que nous reconnaîtrions comme classiques de la schizophrénie et du trouble bipolaire, des sautes d'humeur extrêmes, une paranoïa que des gens voulaient lui faire du mal et des hallucinations auditives. La lutte de Bow contre la maladie mentale incluait à la fois la dépression et la schizophrénie, note un rétrospective de manière directe. Elle a connu de graves sautes d'humeur et des périodes de détresse émotionnelle intense. Le système des studios n'avait aucune patience pour de telles crises. Paramount l'a laissé tomber et Clara, alors l'une des stars les mieux payées au monde, a pris sa retraite du cinéma en 1933 à seulement 28 ans. Elle a épousé l'acteur cowboy Rex Bell et a fui Hollywood pour un ranch au Nevada, cherchant refuge loin des projecteurs qui étaient devenus si accablants. Malheureusement, les démons de Clara l'ont suivie dans sa retraite. En 1944, une décennie après avoir quitté le cinéma, elle a tenté de se suicider lors d'un épisode dépressif particulièrement sombre. Quelques années plus tard, Clara Bow a été diagnostiquée avec une schizophrénie grave lors d'une évaluation psychiatrique. On disait qu'elle souffrait de délire et devenait parfois catatonique. Les médecins ont prescrit des traitements par électrochoc à la fin des années 1940, le traitement standard mais brutal pour la schizophrénie à l'époque. Les deux fils de Clara ont plus tard raconté que leur mère s'asseyait souvent seule dans une pièce sombre en fumant des cigarettes, ses yeux autrefois pétillants désormais vides. La vivante It Girl qui avait dansé et flirté à l'écran luttait maintenant simplement pour passer chaque jour sans succomber à des hallucinations terrifiantes ou à un désespoir écrasant. Le 27 septembre 1965, Clara Bow est morte d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Barbara Payton, descente dans les ténèbres. La vie de Barbara Payton ressemble à un conte de mise en garde de film noir, une starlette blonde qui a goûté à la célébrité rapide au début des années 1950 pour plonger ensuite dans un cauchemar de dépendance, de violence et de ruine mentale. Payton était autrefois saluée comme une Lana Turner du pauvre, gagnant $10 000 par semaine et jouant aux côtés de Gary Cooper et James Cagney. Mais les exploits de Barbara en dehors de l'écran ont rapidement éclipsé son travail. Elle a fait la une des journaux pour un triangle amoureux scandaleux impliquant deux acteurs, Franchot Tone et Tom Neal, qui a éclaté en une bagarre brutale, laissant Tone dans le coma. Les tabloïds l'ont qualifiée de femme fatale, la blâmant pour l'incident. Les studios ont commencé à l'éviter et la vie personnelle déjà chaotique de Barbara a encore empiré. L'alcool et les drogues sont devenus ses mécanismes d'adaptation. À la fin de la vingtaine, sa carrière était effectivement terminée et ses mariages avaient tous échoué. Comme l'a dit un biographe, tout ce qui pouvait mal tourner dans une vie semble être arrivé à Payton. Des bacchanales nocturnes de drogues et d'alcool, un coup de couteau, des passages à tabac, des gangsters, des tentatives de chantage et une grave maladie mentale. En peu de temps, Barbara Payton est passée des fêtes hollywoodiennes chez Romanoff à solliciter des inconnus sur Sunset Boulevard. En 1960, Payton vivait dans les rues de Hollywood, vendant littéralement son corps pour survivre. Un alcoolisme incontrôlable a ruiné sa beauté et ses finances. Et en 1960, elle était démunie et forcée de survivre en tant que prostituée, écrit l'historien du cinéma John O'Dowd qui a chroniqué sa chute. La tendance autodestructrice de Payton était bien connue. Elle-même admettait librement sa nouvelle profession. « Je suis une prostituée, et par Dieu, les hommes vont payer cher pour moi », déclarait-elle avec un mélange de défi et de désespoir. Dans cette déclaration crue se trouve la voix d'une femme qui avait été utilisée par tant d'hommes à Hollywood et au-delà, essayant maintenant de reprendre le pouvoir de la seule manière qu'elle pensait lui rester. Mais en vérité, Barbara était profondément malade. Les amis de ses jours de gloire étaient horrifiés par la silhouette grosse et débraillée qui apparaissait au tribunal pour des accusations de mœurs ou dans des bars miteux dans un état de stupeur. Son visage autrefois radieux portait les marques gonflées.
l'alcoolisme. Elle souffrait d'hallucinations pendant le sevrage et de crises de psychose lorsqu'elle était fortement intoxiquée, affirmant parfois que des gens voulaient la tuer. La presse se moquait principalement de son malheur, la qualifiant de poison du box-office et pire, mais certains percevaient sa dimension tragique. À la moitié des années 1960, Barbara était retournée vivre avec ses parents à San Diego, effectivement sous leur garde alors que ses organes commençaient à défaillir. Elle a tenté d'écrire une autobiographie intitulée « Je n'ai pas honte », dévoilant ses péchés et ses luttes. C'était un récit étrangement brut et non poli, dans lequel Barbara refusait de se peindre en victime. Elle assumait ses choix, aussi destructeurs soient-ils, avec une franchise brutale, mais même cette catharsis ne pouvait la sauver. Des années de vie difficiles avaient fait des ravages physiquement et mentalement. Le 8 mai 1967, Barbara Payton est morte sur le canapé de ses parents d'une insuffisance cardiaque et hépatique. Elle avait 39 ans. Veronica Lake, noyée dans la bouteille. Avec ses cheveux blonds en cascade et son allure sensuelle, Veronica Lake était une icône des années 1940. Pourtant, sa célébrité fut brève et sa chute vertigineuse. Derrière la façade froide de Veronica se cachaient des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. Enfant, Lake avait été diagnostiquée schizophrène, selon sa mère. Elle était une fille troublée et rebelle envoyée dans le monde du cinéma comme une forme de thérapie. Étonnamment, elle a réussi à maîtriser sa condition pendant ses premières années à Hollywood, mais le stress de la célébrité et une vie personnelle tumultueuse ont ébranlé sa stabilité. La carrière fulgurante de Lake a vacillé à la fin de la vingtaine, au milieu d'histoires de comportements difficiles sur le plateau et d'une réputation de personne difficile à gérer. Une partie de cela était de la manipulation de studio. Veronica se hérissait d'être contrôlée, et elle en avait assez que les gens s'attendent à ce qu'elle rentre dans une case, expliquait l'historien du cinéma Eddie Mueller. Mais une partie était sa maladie, qui refaisait surface. Elle s'auto-médicamentait beaucoup avec de l'alcool. Elle se comportait comme beaucoup d'hommes le faisaient, et ils étaient excusés, note Mueller. Mais Lake, en tant que femme, était plutôt qualifiée de troublée. Au début des années 1950, la maladie mentale de Lake l'a plongée dans des accès de dépression sévères et de paranoïa, a rapporté plus tard un journal. Elle a enduré des hallucinations et des sautes d'humeur erratiques alors que sa schizophrénie non traitée s'aggravait, aggravée par une consommation d'alcool incessante. À un moment donné, elle a avoué à des amis qu'elle croyait que des étrangers conspiraient contre elle. Les offres de rôles au cinéma se sont taries. En 1952, après plusieurs divorces et une faillite, Veronica a été découverte travaillant comme serveuse de cocktails dans le modeste hôtel Martha Washington à New York. Le public était stupéfait que la star autrefois glamour soit tombée si bas. Un journaliste qui l'a rencontrée a écrit qu'à seulement 34 ans, Veronica semblait en avoir 70. Une femme débraillée, maigre comme un clou, avec des yeux hantés. Pourtant, Lake elle-même possédait encore une conscience de soi et un esprit mordant. « Je devais quitter Hollywood », écrivit-elle plus tard dans son autobiographie. « Je n'étais jamais destinée psychologiquement à être une star de cinéma. » Elle détestait le traitement des acteurs comme dans une usine et sentait que sa psyché n'était tout simplement pas faite pour cela. « Je n'étais pas une personne. J'étais une marchandise », a-t-elle dit à un intervieweur, décrivant comment le système des studios étouffait son individualité. En 1966, Veronica Lake a tenté un modeste retour, mais sa santé déclinait. Elle restait tourmentée par l'alcoolisme qu'elle utilisait pour atténuer les voix et les angoisses qui la hantaient, et par la pauvreté. Pourtant, une étincelle de dignité persistait. Dans une interview télévisée vers la fin de sa vie, Lake a parlé franchement de ses luttes, admettant « J'ai souffert de maladie mentale. Je ne le savais pas à l'époque. Parfois, j'étais concentré. D'autres fois, tout s'effondrait. » Elle a essayé de mettre en garde les jeunes acteurs sur l'importance de la santé mentale. Tragiquement, Veronica n'a pas vécu pour voir le monde apprécier pleinement son honnêteté. En 1973, à l'âge de 50 ans, elle est morte d'une hépatite aiguë, essentiellement seule et oubliée. Margaret Sullavan, les vagues de mélancolie. À l'écran, Margaret Sullavan projetait un charme fougueux et plein d'esprit dans des films des années 1930 comme The Shop Around the Corner. Hors écran, elle luttait contre des épisodes dépressifs récurrents qu'elle décrivait comme passant de l'euphorie à l'effondrement. Les collègues de Sullavan la connaissaient comme imprévisible. Le réalisateur Frank Borzage a dit célèbrement « Margaret monte et descend comme un yo-yo, et personne ne peut comprendre pourquoi. » En vérité, Sullavan souffrait probablement de dépression bipolaire non diagnostiquée. « C'est dans ma nature d'être de bonne humeur la plupart du temps, puis de m'effondrer », a-t-elle admis à sa fille, Brooke.
Margaret à la page 215 de ses mémoires, Haywire. Ce cycle, l'exubérance suivie de l'effondrement, a défini la vie de Sullivan. Elle a enduré des bas terribles, souvent déclenchés par des événements dans sa vie personnelle turbulente. Mère de 3 enfants, Sullivan se tourmentait des difficultés de ses enfants. Elle a divorcé et s'est mariée plusieurs fois, y compris une union orageuse avec l'agent devenu producteur Leland Hayward. Dans les années 1950, l'audition de Sullivan a commencé à défaillir en raison d'une condition congénitale. Cette perte auditive a porté un coup dur à sa carrière sur scène et a accentué son isolement, ajoutant une couche à sa dépression. Des amis ont noté que les dernières années de Margaret étaient marquées par une atmosphère de tristesse. L'effondrement de sa famille pesait sur elle. Sa fille aînée, Bridget, avait été diagnostiquée avec une schizophrénie, et son fils, Bill, avec un trouble de l'humeur. Sullivan se sentait impuissante en voyant la santé mentale de ses enfants s'effondrer. En 1959, sa propre dépression était devenue sévère. Elle fit ce qui serait sa dernière apparition sur scène cette année-là, s'effondrant en larmes à plusieurs reprises dans les coulisses. Le jour de l'an 1960, à l'âge de 50 ans, Margaret Sullivan a été retrouvée morte dans un hôtel du Connecticut. Aucune note n'a été trouvée et sa mort a été officiellement déclarée accidentelle, mais ceux qui la connaissaient soupçonnaient un meurtre. Margaret avait été émotionnellement fragile et en traitement, mais finalement, la bonne humeur a cédé la place à un effondrement irréversible. Comme sa fille Brooke l'a écrit plus tard, la dépression nerveuse de ma mère et de ma sœur a jeté une longue ombre sur leur famille. Peg Entwistle, perdue dans les collines d'Hollywood. Le nom de Peg Entwistle est moins connu aujourd'hui, mais sa mort a donné à Hollywood l'une de ses légendes les plus hantées. En septembre 1932, la jeune actrice de 24 ans a grimpé une échelle de maintenance jusqu'au sommet du grand H du panneau Hollywoodland et a sauté dans l'obscurité. Le lendemain, un randonneur a trouvé le corps brisé de Peg dans le ravin en contrebas, ainsi qu'un petit sac contenant une note. Son contenu était déchirant par sa brièveté. « J'ai peur d'être une lâche. Et je suis désolé pour tout. Si je l'avais fait il y a longtemps, cela aurait évité beaucoup de douleur. » PE, ces mots poignants, apologétiques, désespérés, offraient un aperçu saisissant de l'état d'esprit de Peg Entwistle. Après une série de déceptions, la courte vie de Peg avait été marquée par la tragédie et les espoirs déçus. Née au pays de Galles et élevée à New York, elle a perdu ses 2 parents tôt. Orpheline à l'adolescence, Peg a néanmoins montré un grand potentiel à Broadway, inspirant même une jeune Bette Davis qui l'a vue jouer et a déclaré qu'elle voulait être exactement comme Peg Entwistle. Mais le krach boursier et la Grande Dépression ont asséché le travail théâtral. En 1932, Peg a déménagé à Hollywood pour tenter sa chance dans le cinéma. Elle a obtenu un petit rôle dans un thriller de RKO, 13 femmes. Mais lorsque le film est sorti, la plupart de sa performance avait été coupée. Non seulement cela, mais les critiques ont descendu le film. Peu de temps après, RKO a annulé le contrat de Peg. Elle était sans le sou, sans emploi et venait de divorcer d'un mariage bref et malheureux. Dans une ville débordante de glamour et de succès, Peg Entwistle se sentait un échec après seulement quelques mois. Le soir du 16 septembre 1932, Peg a dit à son oncle qu'elle allait se promener pour rencontrer des amis. Au lieu de cela, elle a gravi le chemin escarpé jusqu'au célèbre panneau qui symbolisait les rêves des cinéastes. Dans un retournement de situation tristement ironique, une lettre est arrivée chez Peg 2 jours après sa mort, lui offrant un rôle dans une pièce de théâtre.